faut pas que les Congolais croient que une constitution réglera leurs problèmes de vie, d'existence et de qualité de vie. Ce n'est pas l'objet de la constitution. Ça, c'est l'objet des politiques publiques des institutions. La constitution a le devoir de mettre en place des institutions selon des procédures qui permettent à ces institutions de faire leur job dans les meilleures conditions. C'est tout. C'est comme quand le parti de Sessang a dit que ce n'est pas la Constitution qui a légalisé la rétrocommission ni instauré le RAM. Par exemple. Par exemple, mais il y a tout un ensemble de comportements qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Quand on dit, l'autre raison principale qu'on avance, que c'est une constitution des belligérants. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Frika et Saré, nous faisons du soleil, de l'électricité. Nous avons des kits comme kit bilingue, kit gold, kit premium, kit diamant. Nous sommes situés à la 2e rue Limité industrielle, en diagonale de l'église La Compassion, référence Mobile Métal. Pour plus de contacts, veuillez nous contacter au 082 19 71 737. Frika et Saré, nous faisons du soleil, de l'électricité. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Ce n'est pas la Constitution qui a instauré le RAM, ni légalisé la rétrocommission, on disait ce week-end, un parti de l'opposition qui réprouve toute idée de changement de la Constitution dont le seul bénéfice serait d'accorder une présidence à vie à Félix Tshisekedi. En face, l'Union sacrée estime qu'il faut absolument mettre à jour certaines dispositions de notre loi fondamentale tombées en désuétude. Et d'ailleurs, d'autres vont plus loin pour dire, et signe persiste, notre constitution a bel et bien été écrite au Rwanda. Paul Kagame en détiendrait le manuscrit. Il y a une semaine très exactement, nous recevions ici l'éminent Auguste Mampouya Kanouka. Il fait partie des co-rédacteurs de la loi fondamentale du 18 février 2006. Il est revenu sur certaines dispositions et vous avez été nombreux à demander qu'il revienne. Parce qu'il s'est invité au débat, il a donné sa position et chacun a interprété ou est allé alimentant le débat à sa manière. Professeur, on a l'immense plaisir de vous recevoir encore ici chez nous. Bonne semaine, soyez les bienvenus. Merci bien, Jean-Pierre. Moi aussi, l'immense joie d'être là de nouveau avec vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aussi bien que possible. Aussi bien que possible. Avec le trafic qui n'est toujours pas fluide, pas facile d'atteindre la ville avant 3-4 heures. Ah, moi, j'ai lu ce matin quelqu'un qui blaguait certainement. Le Père Céleste avait envoyé Jésus pour voir ce qui se passe. Réguler la circulation. La circulation pour les gens. C'est devenu infernal depuis longtemps. Oui. Ouais. Et quand on a des urgences et tout ça, comment on fait? Mais c'est tout le problème, il n'y a pas que ça. Oui. Nous voyons comment les gens traînent dans la rue, même ceux qui ont des voitures personnelles. Ils mettent
à l'aller et au retour 5-6 heures sur la route. Nous avons 8 heures de travail. Ça a un impact sur la production, la qualité du travail même que nous. La productivité du travail est affectée. Mais ça n'émeut personne. Comment on peut créer des richesses si déjà nous consacrons 6 heures de notre journée à nous déplacer et peut-être 2 heures ou 3 au maximum au travail de production. Sur des tronçons qui pouvaient nous prendre généralement 45 minutes, un peu moins d'ailleurs. Il y a des règles, il y a des problèmes, certes, d'infrastructure, mais en même temps, même là où il y a des infrastructures. Moi, je dis aux gens, en Europe, vous n'avez pas des avenues aussi larges que celles qu'on a ici. Vous ne trouverez pas le boulevard du 30 juin à Paris ou à Bruxelles. Vous ne trouverez pas l'avenue Gambetta dans une ville comme Lyon, etc. Non. Mais sur ce boulevard, autour de 17h, osez quitter la gare centrale pour atteindre peut-être l'avenue Batete. Là, c'est infernal. C'est infernal. C'est difficile. C'est une question d'infrastructure, mais aussi de comportement des gens. La mentalité qu'il faut changer. La mentalité qu'il faut changer. Quelqu'un disait qu'il faut repenser l'homme congolais, nos habitudes, nos mentalités, notre façon de voir. C'est une vision que j'entends beaucoup. Oui. Et vous savez qu'il y a même chez le chef de l'État toute une cellule sur le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Ceux-là, ils ont disparu, on ne les voit plus, on ne sait pas où quand j'ai vu créer on dit qu'ils ont un problème de financement là-bas. Quand j'ai vu créer cette cellule, je me suis dit, mais enfin, on va décréter le changement de mentalité. Au finish. On va, par la moralisation, décréter le changement de mentalité. Ça ne se décrète pas. Ça s'acquiert par l'expérience, par la vie. C'est comme la conscience, c'est comme l'unité nationale. Ce ne sont pas des choses à prêcher. L'unité nationale se vit. Elle est pratiquée par le pouvoir public et elle se vit par la population. Mais vous êtes enseignant, professeur. On a des cours, par exemple, de nouvelle citoyenneté qu'on dispense aux jeunes. Oui, il y a des cours de civisme et tout ça, oui, d'accord. Mais ces théories doivent avoir un soubassement réel. L'unité nationale doit être préparée par les politiques publiques. Par exemple, la politique d'investissement qui fait que les investissements mettent tous les Congolais ensemble. Parce que chacun se retrouve dans les investissements. Chacun se retrouve dans les politiques de développement lancées à gauche, à droite. Et chacun sentira qu'il est tenu d'être avec les autres, qu'il est partie liée avec les autres. Mais si il y en a qui estiment ou qui vivent l'abandon total, constatant que tout est fait pour certains individus ou certains groupes ou certaines régions et pas pour d'autres. Quand on gagne, on s'accapare de tout. Quand on perd, on est perdant. On n'a droit à rien. Alors, c'est ça qui fait que les gens ne se sentent pas impliqués. Et, par contre, on ferait une bonne politique de route, une bonne politique de développement équilibrée, diffusée à travers tout le pays. Tous les Congolais se sentent solidaires automatiquement. On n'a pas besoin d'aller leur prêcher ça. Tous les Congolais vont se sentir par le fait même solidaires. Et ils vont comprendre l'utilité de l'unité nationale. Évidemment. Vous avez parlé de la cellule de changement de mentalité. Changement de mentalité. Je revois encore les premières affiches, les panneaux qu'ils ont placardés sur la ville. En 2019, c'était une grosse photo de Félix Tshisekedi avec comme légende « C'est moi le président ». C'était ça, leur première œuvre. Il y avait plusieurs affiches sur la ville en ce moment-là. On se disait, mais il s'équerelle la présidence avec qui d'autre? C'est lui le chef d'État. Bon, on ne vous a pas fait venir pour ça, prof, accepter cette digression. Mais il y a un autre sujet. On aimerait que vous puissiez donner vous aussi votre point de vue avant de parler constitution, parce que là, c'est l'actu. L'Union sacrée et la liste de son ticket au bureau définitif de l'Assemblée nationale, ça fait du boucan. Tout le monde en parle. L'on parle de la gloutonnerie des autorités morales. L'on parle de l'oligarchie, de ceux qui sont, s'ils ne sont pas là, ils délèguent enfants, femmes et enfants. Les députés sont scandalisés, ils promettent un vote sanction à ces tickets.
qui ne tient pas notamment compte de la représentation équitable des provinces. Vous avez été ministre dans ce pays, vous avez conseillé des gens. On voudrait avoir aussi votre point de vue avant de passer à notre sujet principal. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que quand vous parlez avec les politiciens congolais, ils vous disent que la politique est une affaire d'intérêt. Oui. Quand on est dans cette conception, je leur donnerai raison. Quel intérêt ils continueraient à utiliser? On nous a dit que si les députés n'avaient pas beaucoup d'argent, pourquoi deviendraient-ils députés? Vous comprenez? Donc tout est lié. C'est cette conception-là qui est... moi, je ne suis pas surpris du tout. Ça ne pouvait se passer que comme ça. De la même manière qu'ils ont changé les lois pour qu'ils puissent être candidats à 3, 4, 5 scrutins et qu'ils soient élus à tous ces 3 ou 4, 5 endroits pour après distribuer dans leur famille, dans leur clan, etc. Mais c'est ça la politique à la congolaise. Et c'est dans la tête de ces politiciens, mais vous savez, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont mal agi. Les 5 ou les 6 là n'ont pas l'impression d'avoir mal agi. Et ils se diront, c'est normal, nous sommes là pour nos intérêts. L'opinion est scandalisée. L'opinion se scandalise, mais l'opinion devrait pouvoir être capable de réagir. La politique chez les Congolais, elle est faite pour des intérêts. Les politiciens vont pour s'enrichir. Tout le nombre de candidats qu'on a aux élections législatives, vous croyez que c'est pour aller mieux gérer l'État? Ils vont pour s'enrichir ou pour changer nos conditions de vie? Beaucoup n'ont pas d'emploi. Beaucoup ne connaissent même pas un métier. La majorité ne connaissent même pas un métier. Pour beaucoup, c'est leur premier boulot, leur premier job. Oui. Il y a des jeunes. Aujourd'hui, on a le Sénat qu'on appelle la Chambre des sages. Oui. C'est des sages de 21 ans. Des jeunes à peine sortis de l'université, des fils à papa. Membres du bureau du Sénat, tout simplement parce que fils à papa. Et l'on dit que ça, moi, aux âmes bien nées, prof, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous étiez jeune vous-même, vous avez eu à occuper de grandes fonctions. La valeur constatée par qui? On la constate à l'œuvre. Hein? Non, on ne peut pas... on ne peut pas, comment dire, justifier le mal, trouver les moyens de justifier le mal, ça devient vraiment... c'est inadmissible. On se demande parfois dans quel pays, dans quel monde on vit. Ils sont prêts à justifier ça par la démocratie. Par la démocratie, en disant que la démocratie, c'est l'égalité, tout le monde doit pouvoir, etc. Mais nous voyons bien ce qui est dissimulé là-dedans. Je ne pense pas que la démocratie doive être dénaturée de cette façon-là. L'esprit démocratique, ce n'est pas le fait que les gens sont libres, ils doivent faire tout ce qu'ils veulent. On doit pouvoir tout faire et justifier par le fait qu'on est égaux. Non. Est-ce que vous voyez le clan Tshisekedi s'est fissuré? L'union sacrée avec le mécontentement, frustration engendrée par la composition de ce ticket. Ça, c'est le début. Okay. Je ne pense pas que dès ce début, ça se disloque, je ne crois pas. Mais les frustrations vont s'accumuler. Et pour éviter ces frustrations, vous savez ce qui va se passer? C'est qu'il y a le gouvernement, on va voir comment il va être fait. Et puis après ça, ils promettent les entreprises publiques, on va encore revenir là-dessus. Mais on est dans la patrimonialisation de l'État et de la société. On fait de l'État et de la société la propriété privée de quelques clans, de quelques familles, de quelques individus. La République n'est pas un gâteau. Vous savez, il y a, en réalité, on a 500 députés. Si on regarde de près, il y a là-dedans moins d'une centaine de familles. Parce qu'il y en a qui sont à 3 ou à 4 à 5. Oui. Et j'ai l'impression qu'ils se complaisent là-dedans. Notamment ceux qui dominent la classe dirigeante.
C'est de l'immoralité pure et simple. Il faut pas mâcher les mots. C'est ce qu'on dit. Comme ce n'est pas interdit, c'est permis. D'où il faut changer la Tout Constitution. ce qui n'est pas interdit n'est pas permis. On dit pourtant que tout ce qui n'est pas interdit, tout ce qui... Enfin, c'est quoi? Ce qui n'est pas interdit est permis. Ouais. Non, il faut discerner. Ouais. Il faut discerner. Et est-ce que si la loi n'interdit pas, est-ce que le sens moral ne l'interdit pas? Ne c'est-ce que ça. Est-ce que le sens de l'équité ne l'interdit pas? Est-ce que le bon sens, tout simplement naturel, ne l'interdit pas? Quand ils ont fait ça lors de la loi électorale, c'était la première loi de l'Union sacrée, c'était ça. Quand ils l'ont fait, ils ont tout déballé et pour reconstituer à leur façon. Et là, à l'époque, il y avait encore les députés FCC. Ils étaient encore en alliance. Mais c'était des députés qui... Non. C'était des députés qui avaient déjà été... Débauchés. Rappelez-vous, ça s'est passé sur un certain nombre de semaines. Ah oui, le FCC, c'était la loi sur la commission électorale, pas sur la loi électorale. OK. Et on espère que celles et ceux qui nous regardent passent du bon temps des télés. Par exemple, il y a des choses, effectivement, qui sont dans la gestion de l'État, dans l'organisation de l'État, mais qui ne relèvent pas de la Constitution, qui relèvent de la loi électorale. Oui. Et on constate que certaines de ces choses fonctionnent mal. On s'en prend à la Constitution. Je prends l'exemple du mode de scrutin. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. La Constitution n'organise pas l'élection des députés. Parce que les gens qui aujourd'hui veulent changer la Constitution, il y en a toujours qui se voyaient avec ça. Il y a des dynasties qui se constituent à l'Assemblée. Ce n'est pas la Constitution. Ça, c'est la loi électorale. C'est la loi électorale et les pratiques des les députés ont laissé faire quand ils ont examiné ça. Ils n'ont pas laissé faire, ils ont fait. Ils ont fait. Quand on leur disait qu'il fallait pas interdire la remise des présents, des dons aux électeurs, ils ont refusé, ils ont rejeté. Mais quand on lit la loi... C'est-à-dire qu'on ait des suppléants, membres de famille et tout ça, là encore, ils se sont opposés. Ils se sont opposés d'une manière virulente. Ça, ce sont des choses à interdire. Ce n'est pas contre la démocratie d'interdire ce genre de choses. Par contre, c'est contre la démocratie de les autoriser. Parce qu'en effet, ça ne sera plus l'égalité de tous. Si quelques familles se réservent, confisquent l'État, ce n'est plus la démocratie, ce n'est plus l'égalité. C'est l'impression que vous avez aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Vous avez vu, ce matin, nous sommes tous réveillés sur la photo des propriétaires du pays. Voilà ces messieurs qui sont les propriétaires de la République démocratique du Congo. Qui décident de notre avenir à nous tous. Donc ça doit, je dis, plus que énerver, ça doit plus que énerver les gens. L'autre fois, vous avez dit qu'il faut arrêter de laisser prospérer la bêtise. Il faut que ça s'arrête. Mais oui. Je ne comprends pas. Ça ne signifie pas qu'on est en train de justifier des rébellions et tout ça. Mais un sens moral, une conscience politique qui puisse mettre en échec ce genre de choses, oui. Bien. Merci beaucoup, prof, d'être là. Nous pensons que le public qui nous regarde, notre émission qui va être relayée par notre confrère, vous passez du bon temps, les télés en nous regardant. On va parler de cette question. Ce que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier d'initiative honteuse. Nous parlions tout à l'heure de la mise en place du bureau du mode de scrutin des députés. Je voudrais qu'on écoute d'abord Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Il est l'un des membres du présidium. Il essaie de justifier en fournissant les raisons du retard accumulé dans la mise en place des animateurs des nouvelles institutions. On a une autre vidéo du professeur Mbata, c'est celui-là même. D'ailleurs, beaucoup sur la chaîne ont demandé un débat entre vous. On dit, mais pourquoi pas un débat entre ces éminents professeurs
que chacun apporte ses arguments et qu'il arrive à nous convaincre. Regardons d'abord Augustin Kabouya, on reviendra sur le plateau, prof. Je sais que vous piaffez d'impatience. Mais ceux qui demandent ce débat, donc ils ont été convaincus par Mbata et convaincus par moi à la fois. Mbata ne s'est pas prononcé sur la question pour l'instant. En tout cas, on a retrouvé une de ces vidéos qu'on a dépoussiérées dans les archives. On attend bien qu'il revienne nous dire le contraire. Et peut-être c'est de dire, parce que sous les tropiques, on peut soutenir une chose le matin et c'est de dire à midi. On regarde Augustin, on revient sur le plateau pour continuer. Je ne suis pas de cela. Bien. La Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'IDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certaines questions sur le défi de Kinshasa. Bien. Quand on a bien compris, on comprend que Augustin Kabouya attribue insidieusement la responsabilité à la Constitution. Quand il dit, il faut voir comment faire, c'est-à-dire, sans le dire, il essaie de nous dire ou de faire passer message sur la nécessité de réviser la Constitution parce que là, il dédouane la classe politique, dédouane le président de la République, professeur. Moi, je n'ai jamais non plus culpabilisé le président de la République. Je ne vais pas entrer dans la polémique avec Augustin Kabouya. On ne va pas faire du ping-pong, etc. Vous apportez juste de l'éclaircissement. L'éclairage, voilà. Mais il a parlé des dispositions qu'il ne cite pas. S'il avait cité les dispositions, c'était très clair. Il y a des dispositions que nous ne souhaitons pas violer. Mais qu'il les indique. Qui les oblige à faire tous ces retards-là. Il parle de la nomination de l'informateur. J'avais évoqué cette question avant qu'il ne parle comme ça. Oui. La disposition relative à la nomination de l'informateur n'est pas une disposition obligatoire. La nomination de l'informateur n'intervient que s'il n'y a pas eu de majorité. Nous savons de manière très claire qu'il y avait la majorité au lendemain même des élections. Et je répète, ils ont fêté cette majorité-là. Ils ont claironné partout qu'ils avaient la majorité, ce qui était vrai. Sans nous demander comment ils ont réuni la majorité, mais elle était là. Sans nous demander s'ils ont bien fait les élections ou non, mais elles étaient là. Elle était là, cette majorité. On n'avait pas besoin d'un informateur. La Constitution dit bien, si une telle majorité n'existe pas, on
procède à la nomination d'une personnalité. Mais le problème, c'est qu'on dit que les plateformes-là ne sont pas légales. Non, ça, non, ça c'est du juridisme. Je suis juriste, hein, oui. mais ça c'est du juridisme de mal. Vraiment. En 2019, il n'y a pas eu identification de la majorité. Mais on connaît tous les débats qu'il y a eu. On a dit, mais c'est une majorité fractrice, quelque chose comme ça. Non, mais de toutes les manières, la Constitution ne doit pas régler tout cela. Non, ça devait être constitué formellement oui. en regroupement électoral, etc. Ça, c'est du formalisme qui n'a aucun contenu. Les gens vont aux élections, se distribuent l'argent pour aller aux élections et disent, nous devons y aller sous tel label pour devenir la majorité. Ils ont les résultats, ils constatent effectivement qu'ils sont la majorité, et vous dites non, ce n'est pas légal, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. La réalité, c'était qu'ils avaient la majorité. L'identification, c'est quoi? C'est le fait que chaque député vienne dire qu'il est de la majorité ou de l'opposition. Et normalement, ça ne peut pas prendre... si c'est fait, oui. Et ça, ils confondent avec les dispositions du règlement intérieur qui dit qu'au début de la législature chaque... oui. Là, c'est pour l'inscription dans les groupes parlementaires, etc. Le fait majoritaire est un fait, ce n'est pas nécessairement une loi ou quoi que ce soit. Qui doute si le lendemain, vous aviez dit non, ils ont échoué, ce n'est pas vrai, j'aurais pu avoir quelques difficultés à circuler dans la ville, hein, parce qu'ils avaient le vent en poupe, ils constataient effectivement qu'ils avaient tout raflé. Une question d'un téléspectateur. Un bureau et puis, oui. le contentieux électoral sur l'élection du président, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et cette fois-ci, ça n'a même pas pris 3 jours. Mais par contre, pour les députés, on a pris beaucoup de temps, y compris dans les erreurs matérielles, ils sont les revenus sur les invalidés. Quand on a une vingtaine de milliers de candidats, vous comprenez bien que l'engouement, non pas pour la mission, le service public, mais pour l'argent, est tel que tout le monde se précipite. Des demi-lettrés sont là-dedans, des lettrés sont là-dedans. Alors il faut attendre que la Cour boucle, qu'elle donne la liste définitive, afin que le bureau définitif se mette en place. C'est ça. Ah oui, mais aucun Congolais n'est idiot au point d'exiger qu'on ait le gouvernement sans la liste définitive des députés. Ou un premier ministre. Un téléspectateur a justement posé la question. Un bureau provisoire peut-il investir le gouvernement? Mais le bureau provisoire, pourquoi doit-il traîner? Et nous savons que le fait qu'il y en ait qui soit encore en contentieux n'interdit pas le fonctionnement de l'Assemblée. Parce que l'invalidation peut venir même des années après. Même des années après. Dès le moment où la liste officielle, indépendamment des contestations qui peuvent survenir, est déjà envoyée, ces gens-là se réunissent. Et la Constitution prévoit une seule condition. Après les résultats officiels, le bureau a 7 jours. 7 jours pour installer le bureau définitif. Ça, c'est une disposition qu'ils ne lisent même pas. Là, on est autour du 4e mois maintenant. Non. Ne discutons pas de ça parce que ce qu'il vient de dire, apparemment comme ça, il y a des dispositions, mais lesquelles il ne le dit pas. Ce ne sont pas des dispositions. Le fait que les gens traînent, le fait qu'on fasse traîner le contentieux électoral, qu'il tire en longueur, mais c'est dû au comportement des politiciens congolais à la congolaise. Ce n'est pas dû à la Constitution. Quand on dit qu'il ne faut pas comparer avec le Sénégal, ils vont tout de suite dire c'est un petit pays, nous sommes grands. Nous sommes grands, ça ne signifie pas que les règles sont différentes. Nos règles ne doivent pas être trop laxistes parce que nous sommes un grand pays. Nous sommes plus nombreux. C'est une question d'organisation. L'organisation a les mêmes exigences qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit pays. Les règles sont les mêmes. Alors là, en face, on dit, mais même sous Kabila, le Premier ministre prenait du temps
à être désigné, la mise en place du gouvernement prenait du temps également. C'est des situations que nous avons héritées. À eux de comparer, moi je ne compare pas. Je constate seulement qu'on voudrait justifier tout cet état par la Constitution parce qu'on a envie de la changer. Je dis non, ce n'est pas la Constitution. On peut changer la Constitution, mais pas parce qu'elle a fait traîner la nomination du Premier ministre. Non, ça c'est un faux raisonnement. Ça fait partie évidemment des arguments qu'ils avancent. Non, mais ce n'est pas un argument. Il y a des arguments vrais, fondamentaux pour lesquels on peut changer une Constitution. Je vous ai dit ici que moi, j'ai des récriminations contre cette Constitution. Et que donc, j'étais peut-être le tout premier à avoir demandé déjà à ce moment-là, attendu le changement de la Constitution. Vous avez participé à sa rédaction et vous vous êtes opposé contre son vote. Donc, voulant qu'on la change. Mais j'ai des raisons fondamentales. Quelles sont ces raisons aujourd'hui, prof? Non, mais elles sont nombreuses. Je vous ai dit, certaines dispositions, certaines options ne sont pas bonnes dans la Constitution. Vous savez, quand on fait une Constitution, il faut savoir à quoi elle va répondre. Il ne s'agit pas seulement, c'est vrai, la Constitution, c'est le statut de l'État, l'organisation des institutions de l'État, leur fonctionnement, les relations entre les différentes institutions, les relations entre l'État, ses institutions et les citoyens. OK. Mais en même temps, il ne faut pas que les Congolais croient que une constitution réglera leurs problèmes de vie, d'existence et de qualité de vie. Ce n'est pas l'objet de la Constitution. Ça, c'est l'objet des politiques publiques des institutions. La Constitution a le devoir de mettre en place des institutions selon des procédures qui permettent à ces institutions de faire leur job dans les meilleures conditions. C'est tout. C'est comme quand le parti de Sessang a dit que ce n'est pas la Constitution qui a légalisé la rétrocommission ni instauré le RAM. Par exemple. Par exemple, mais il y a tout un ensemble de comportements qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Quand on dit, l'autre raison principale qu'on avance, que c'est une constitution des belligérants. Non, on a déjà démontré, j'ai vu d'autres personnes aussi tenter de le faire. Les belligérants ont fait pour sortir de la guerre la constitution de transition, basée sur le contenu du dialogue intercongolais. Cette constitution-là, c'est la constitution de transition qui a été adoptée et qui a commencé à fonctionner en 2004. Le régime 1+4. Oui, 1+4. C'est ça. Et puis, tous ces mouvements se sont transformés en partis politiques. Croit-on qu'on aurait dû laisser de côté tous ces anciens mouvements militaires pour ne retenir que les partis qui étaient ici à Kinshasa, qui n'ont pas provoqué le changement, parce que le changement est venu de ces mouvements? Non. Ces mouvements se sont transformés en partis politiques. C'était l'obligation de Sun City. Ils sont devenus des partis politiques. Quelques autres partis se sont créés et ce sont ces partis, ces nouvelles forces politiques qui, après, dans le cadre des institutions de transition, ont préparé la nouvelle constitution de belligérants. C'est-à-dire que, oui, parmi les acteurs, il y en avait qui avaient fait la guerre. Le gouvernement lui-même peut être considéré comme belligérant, qu'on appelait le gouvernement de Kinshasa. Un belligérant, c'est vrai, parce qu'il était en guerre contre d'autres mouvements. Mais fallait-il les faire disparaître? On fait avec ceux qui sont sur place. Sur place, c'était quoi? C'était qu'il y a le gouvernement, ceux qui l'ont combattu militairement ou politiquement. C'est comme ça qu'on a eu ces composantes. Et 18 ans après, est-ce et que la société civile. Les failles ont commencé à s'éclater? N'est-il pas opportun de voir comment... Moi, je suis d'accord qu'on peut changer une constitution. On peut même changer celle-ci. Seulement quand on nous dit qu'elle est dépassée, qu'on nous dise en quoi elle est dépassée. Nous ne sommes quand même pas des moutons. Il faut qu'on respecte le peuple congolais.
Ben, on a dit, quand on dit qu'elle est dépassée, elle bloque la mise en place rapide des institutions. Quelles sont les dispositions des belligérants quelles et sont tout les ça, c'est ce qu'on dispositions dit. qui sont dépassées? Lesquelles? Quelle est la problématique adoptée par cette constitution qui est aujourd'hui dépassée, qui n'est plus de mise? C'est facile de dire qu'elle est dépassée parce qu'elle est de 2006. Aujourd'hui, on est en 2024. Elle est dépassée. Mais en quoi? Il n'y a pas de raison fondée qui tienne la route, selon vous? Du moins, les raisons qui sont avancées jusque-là. Parmi celles qui sont avancées, je n'en vois pas beaucoup. J'ai lu une étude qu'un ami avocat a bien gentiment voulu m'envoyer. Je l'ai lu. Il ne dit pas que la Constitution est dépassée. Il dit qu'il y a certains comportements qui sont de mauvaises pratiques. Moi, je lui ai répondu, j'ai dit, mes chers amis, vous avez raison. Ce sont des comportements. Ce n'est pas la Constitution. La corruption, on lit la corruption à la Constitution. J'ai vu remettre en cause, par exemple, la conception que nous avons de la nationalité congolaise. Ça, c'est une problématique. Oui. Si la vue générale est qu'on remette en question cette définition et les conditions de son attribution, ok, ça peut faire partie des changements. Il y a aussi le mode de scrutin pour le président de la République. On trouve qu'il est onéreux jusque-là, qu'on peut changer et faire un peu d'économie. Les élections nous coûtent beaucoup. Ça, c'est un constat. On n'a pas expliqué pourquoi elles coûtent beaucoup. Regardez, elle est plutôt à la loi électorale. Bon, c'est vrai, la Constitution prévoyait 2 tours. Oui. On peut dire un premier tour et puis un deuxième, c'est toujours de l'argent. En 2011, on a changé, on a changé en 2011. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche encore à ce mode de scrutin? Le président Tshisekedi avait promis au début de son mandat qu'on reviendrait aux 2 tours. Moi, je m'étais battu contre ce changement-là. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je dois dire que j'étais le seul à protester contre ce changement. Le changement de 2011. Oui, j'étais le seul. Et les amis qui ont fait ce changement l'ont reconnu plus tard. Oui, vous avez raison, prof, mais, etc. Moi, sinon, il ne faut pas blaguer avec... Et là, on dit, pourquoi ne pas faire comme le Togo, comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud? C'est-à-dire que l'on voudrait maintenant que le président de la République soit élu au 2e degré. Oui. Initier cela, vous verrez le tollé d'une autre grande partie de la classe politique congolaise. Parce que cette classe politique a un degré de suspicion tel qu'elle ne croit pas dans la neutralité ou l'impartialité, etc. Et on va tout de suite y voir l'occasion de corruption. On va corrompre les députés pour élire celui-ci et pas celui-là, etc. Surtout quand on connaît la qualité d'élection que nous avons et comment certains de nos élus on peut croire le vote. On peut croire, effectivement, mais il y a moyen de corriger certaines choses. On peut, par exemple, si on veut le scrutin indirect, élargir la base des électeurs. Par exemple, y inclure tous les élus de toutes les entités du pays. C'est toujours 2e degré, mais c'est plus large que la seule Assemblée nationale ou le seul Parlement. On dit qu'il faudrait aussi que le gouverneur soit nommé par le président. Quand on voit la foire de corruption, la corruption qui a émaillé les dernières élections, les dénonciations, on dit qu'il faut peut-être y mettre fin et que le gouverneur soit directement nommé par le chef de l'État. Oui. C'est la solution de facilité. Elle est peut-être commode,
elle peut peut-être séduire beaucoup de gens. Mais quand on réfléchit, j'avais déjà évoqué ici une première difficulté de conception. C'est le système qui est mis en place. Depuis 1960, nous sommes dans un système qui reconnaît l'autonomie des provinces. Quand on publie, on déclare l'autonomie, ce n'est pas pour aller être maître de la désignation des dirigeants. Ce n'est plus l'autonomie. Est-ce que l'autonomie... Ça fait partie de l'indépendance. Mais l'autonomie n'a-t-elle pas prouvé ses limites? Non, il y a des problèmes. Il y a des questions de viabilité de certaines provinces, etc. Il faut y penser avant. Mais même là, on avait trouvé la solution, une solution qui a marché ailleurs aussi, la péréquation, pour assurer un minimum de viabilité à toutes les provinces. Cette caisse nationale qui permettrait d'aider les provinces qui ne tournent pas toujours. Qui ont des difficultés. Les suspicions de part et d'autre. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Mais en même temps, pourquoi l'élection des gouverneurs pose problème? Pourquoi est-ce que quand on désigne le Premier ministre, on ne parle pas de corruption? C'est parce que ça dépend d'un seul homme, du président de la République, ce n'est pas seulement ça. Quand le Premier ministre, qui est normalement issu de la majorité parlementaire, est investi par sa majorité parlementaire, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un pays où même les membres de cette majorité demanderont une motivation. Le nouveau vocable, une motivation à leur Premier ministre pour l'investir. Ce sont des travers. Normalement, le Premier ministre choisi, en tout cas investi par la majorité, compte sur le soutien de sa majorité jusqu'à ce qu'il commette des bêtises, des fautes graves. Sinon, il doit pouvoir compter sur eux, sans pour autant aller puiser dans la caisse de l'État pour distribuer aux députés. Alors, je voulais tout simplement dire que ce qui se fait pour le Premier ministre est choisi au sein de la majorité parlementaire devrait se faire au niveau de la province sans problème. Ça, c'est notre solution pour les gouverneurs. C'est la majorité parlementaire locale, provinciale, qui désignera le gouverneur. Et là, il n'y aurait pas de problème de corruption. Si c'est pour ça que ça en 2007, etc., une majorité, je crois qu'elle était du MLC, oui. Pas de gouverneur MLC. Et ça s'est passé récemment en 2019, des députés UDPS qui n'ont pas pu sortir un seul sénateur, alors qu'ils étaient 12 à Kinshasa. Ouais. Pas un seul sénateur, ils se sont fait corrompre. Ça, c'est évident. Mais pour le gouverneur et les autres autorités exécutives des entités décentralisées, la solution est simple. C'est la majorité parlementaire locale qui fournit le premier d'entre eux. C'est-à-dire le gouverneur ou le maire, etc. Mais ça, on laisse tomber. On vous dit le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale en son sein ou en dehors de ça. Voilà quelqu'un qui n'est pas élu par le peuple qui va devenir le chef de la province. La démocratie. Ça, ce n'est plus la démocratie. Quelqu'un qui n'a pas été élu et qui par le jeu de ce que nous appelons maintenant la corruption devient chef de la province. Il y a moyen de contourner ça, on ne parlera plus de corruption, on ne va plus parler comment dire, des députés qui sont débauchés, etc. En parlant d'ailleurs de la corruption, le président a dit que c'était devenu un cancer qui s'est métastasé. Et bientôt, on va élire les bourgmestres des communes, clin d'œil aux administrateurs des territoires, les 145 et leurs adjoints, qui n'ont toujours pas été payés. Ça va faire une année, un peu plus d'ailleurs. Ils m'ont envoyé
Maintenant, la lettre autre ouverte chose, qu'ils ont adressée au président. revenons à la Constitution. Quand on fait une Constitution, on doit se demander pourquoi on l'a fait. Ouais. Je vous ai dit que lorsque j'avais été sollicité par le Sénat, je n'étais pas ici, je me suis organisé. J'ai fait le projet de certaines dispositions à l'avance, mais en même temps, j'ai lu. J'ai lu les constitutionnalistes américains, c'est-à-dire les pères fondateurs des États-Unis et le mouvement intellectuel et parlementaire qui a élaboré la Constitution. Ils indiquent certaines règles à suivre. 1. Ne faire exception de personne. C'est-à-dire de ne pas écrire la Constitution en tenant compte de ceux qui sont au pouvoir. La tailler sur mesure. Ouais. Une erreur monumentale. Donc, celui qui fait la Constitution ou la loi ne doit pas regarder du côté de ceux qui sont au pouvoir. En même temps, il faut que les dispositions de la Constitution répondent à des problèmes réels constatés ou récurrents qu'a connu le fonctionnement de la société, de l'État. Quand les Américains font leur Constitution, ils ne disent pas d'emblée, mettons, un régime présidentiel, non. Ils ont voulu faire, en les démocratisant, ce qu'ils avaient constaté pendant qu'ils étaient colonisés. Ils ont voulu un président qui ait des pouvoirs importants, mais qui soit limité par d'autres pouvoirs. Oui. Pas le roi qui était avant, le roi d'Angleterre, qui dirigeait comme il voulait. Ils ont fait ce système des limitations entre les différentes institutions. Et ce sont les théoriciens, les penseurs qui ont qualifié ce système de régime présidentiel. C'est devenu une sorte de modèle. Mais aujourd'hui, on vous dit, faisons le régime présidentiel, faisons tel régime. Le régime présidentiel... Donnons plus de pouvoir au président. Le régime présidentiel reviendra à cela. Nous l'avons connu dans ce pays. On a la mémoire courte. Tout le régime de Mobutu, c'était un régime présidentiel. Dans la Constitution, c'était ça, le régime présidentiel. On voudrait supprimer le Premier ministre, que le président soit tout. Mais moi, je veux bien. Mais il faut que, s'il fait tout, s'il conçoit tout lui-même et dirige, il faut qu'il réponde. On n'a jamais mis en évidence le devoir de redevabilité que sous ce régime. Mais il faudra bien qu'il soit redevable. On va vous dire non, il est redevable au peuple, mais c'est n'importe quoi. Je dis ça, ces arguments, c'est pas seulement localisé. C'est ce qu'on entend. Pourquoi le président n'est pas mis en cause? Non, mais lui, comme il est élu directement par le peuple, le peuple pourra le sanctionner en ne le réalisant pas. Ça, ce sont des sanctions théoriques, platoniques. Il faut une sanction réelle. C'est-à-dire qu'il a mal fait, il doit en répondre et on tire les conséquences. Comment peut-on, c'est l'un des principes de démocratie, quand on a une parcelle d'autorité, de gouvernement, de dirigeants, on doit répondre de ses actes. Donc, comment peut-on remettre au président de la République tout le forfait de pouvoir qu'il a sans qu'il en réponde? Non, le président de la République est inviolable. Ce que je dis là, ce n'est pas Félix Antoine, mais ça a toujours été considéré comme ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la loi fondamentale,
qui imitait le statut du roi belge. On commençait les dispositions relatives au chef de l'État. On n'avait même pas parlé du président de la République, du chef de l'État. La personne du chef de l'État est inviolable. Le Premier ministre et les ministres sont responsables. C'est la première disposition. Et pour que les gens comprennent pourquoi on parlait du chef d'État sans président de la République, parce que les Belges avaient imaginé que le roi des Belges pouvait être de nouveau roi du Congo. On n'appelait même pas la République, on parlait de l'État. Et que si on mettait président, ça pourrait le mettre en porte-à-faux. Donc on garde l'État et chef de l'État. Donc on a transposé le statut du roi des Belges dans la Constitution. Mais le roi des Belges n'a aucune autorité, sauf l'autorité morale et sociale. Il n'a pas de pouvoir de gestion, il n'a pas de pouvoir gouvernemental. Nos présidents, à nous, se voient attribuer par la Constitution beaucoup de pouvoirs qui participent du pouvoir gouvernemental et auxquels les politiciens et l'opinion ajoutent des considérations d'adoration. Le pouvoir du président est adulé, il est vénéré, adoré. Alors, quelqu'un qui a un tel forfait de pouvoir, presque sans limite, et qui n'en répond pas, où est la démocratie? Je suis d'accord si l'on veut redonner beaucoup de pouvoir au président. Déjà, l'une des raisons qui m'avait poussé à rejeter cette constitution, c'était, je l'avais dit l'autre fois, la superprésidentialisation, hyperprésidentialisation. On voudrait aller encore au-delà. Et j'ai une référence, une très belle référence. Le président de la République disant « Ne faites pas de moi un dictateur ». Alors, je dis toujours qu'il fasse attention à ces différents entourages-là. Parce que là, il y a le ministre porte-parole du gouvernement qui a répondu, il dit « L'idée n'est pas venue du président, le président n'a fait que répondre à la volonté, à une question posée par un compatriote. » Si vous permettez, je voudrais qu'on l'écoute. On revient pour continuer l'échange. La révision de la Constitution, qu'est-ce qui devrait être changé? On en a beaucoup parlé pendant la période électorale, mais qu'est-ce que le président a derrière la tête? Non, d'abord, Christian, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président de la République, fidèle à sa tradition, tenait à rencontrer les communautés congolaises de France et de Belgique, y compris pour leur dire merci, parce que c'était les grands champions aux dernières élections. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec des compatriotes ici sur des sujets divers. Et vous étiez dans la salle, à Paris, lorsqu'on a soulevé cette question de la révision de la Constitution. Et le président a répondu en disant, parce que je sais que dans votre question, il y a une idée vicieuse que vous cachez, que vous n'exprimez pas. Le président a dit qu'il n'était pas dictateur, c'était clairement dit. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Mais qu'est-ce que, deuxièmement, cette révision de la Constitution? Deuxièmement, j'en viens. Le président de la République l'a dit en Belgique cette fois, et il était clair. Il était clair. La Constitution que nous avons doit être mise à jour, pour utiliser son expression. Parce que c'était une constitution post-conflit. Aujourd'hui, nous avons eu des cycles électoraux successifs, notamment une alternance, qui va vers la consolidation de la démocratie. Alors, il ne faut pas mystifier ces débats. Bien compris. Parce que je note justement une lecture politicienne, parce qu'on veut faire une fixation sur une question pour laquelle le président de la République a déjà donné des réponses, à mon avis, suffisantes, en disant « ne faites pas de moi dictateur », vous avez compris la profondeur de la pensée du président. Et donc ici, nous devons faire des réajustements, notamment sur la question du fonctionnement de province, de l'efficacité des assemblées provinciales. Au bout de 20 ans d'une constitution comme celle-là, nous sommes en droit de penser que nous devons réfléchir sur la suite. Nous sommes ici en Belgique, vous avez suivi les questions notamment de compatriotes de la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité. C'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République, le moment venu, communiquera de manière claire, parce que c'est son idée de dire qu'il y aura une commission
Pourquoi il parle d'une commission? Parce qu'il faut réunir de Congolais de plusieurs couches qui viendront faire une réflexion froide, et vous pouvez compter sur nous parce que nous avons un sens de redevabilité que personne ne peut nous méconnaître, qui fait que à chaque étape, nous venons dire ce qui est fait. Et donc ici, il faut éviter toute politisation et toute mystification de la pensée du président de la République lorsqu'il insinue, à la demande des Congolais d'ailleurs, que nous devons faire mise à jour de la Constitution. C'est important pour nous assurer. Oui, c'est clair, pas de politisation, pas d'insinuation. On ne fasse pas dire au président ce qu'il n'a pas dit. Je ne fais pas dire au président ce qu'il n'a pas dit. Au contraire, je répète ce que le président a dit. Ne faites pas de moi un dictateur. Ce n'est pas seulement changer la Constitution qui ferait de lui un dictateur, mais tous ces comportements-là, tous ces propos, l'attitude même de la classe politique congolaise. Je ne sais pas si cette attitude ne met pas le président mal à l'aise. Il se sent l'objet d'adoration de la part des gens qui devraient être. Même les collaborateurs ne sont pas des adorateurs. C'est des collaborateurs, ils ont des responsabilités et ils collaborent, ils coopèrent avec le président pour des objectifs nationaux. Ils ne doivent pas devenir des... Or, ils se font des adorateurs. C'est ça qui est le pernicieux, le danger, c'est ça. Ils se font adorateurs. Et le président, qui n'en voulait pas, toujours à Bruxelles ou à Londres, il disait qu'il ne comprenait pas comment des gens qui manquent de tout peuvent chanter à son honneur. Il faudrait plutôt qu'il lui pose des questions, qu'il l'interpelle sur ce qui ne va pas. Exactement. Apparemment, et donc, moi, je suis bien placé pour me référer à cette opinion du président pour dire que ce qu'il lui faut, ce n'est pas la dictature dans laquelle les différents entourages veulent le pousser. Changer de constitution ferait de lui un dictateur? Non, mais non, on peut changer la constitution. Mais ça dépend maintenant. Parce que quand vous voyez beaucoup de gens, même ceux qui ont posé la question à Paris, beaucoup estiment que le président n'en fait pas assez ou qu'il n'a pas tous les moyens de sa politique. Enfin, je ne sais pas ce qu'on voudrait donner au président. Et après tout, le président, il faut penser aussi à sa santé physique. Ce n'est qu'un homme. C'est vrai que nous avons un président qui est costaud, mais ça ne signifie rien. Quand la santé commence à s'effilocher, ça ne pardonne pas. Il ne faudrait pas lui ajouter plus de tâches. Non, il faut penser à ça. Et moi, je le dis sincèrement. Il faut penser à ça. On ne doit pas lui ajouter, cumuler des poids sur ses épaules. Il n'en a que deux, les épaules. Bien. On va regarder. Et donc, je crois que l'un des malheurs de ce pays, c'est sa classe politique. La qualité de sa classe politique. Regardez tout ce qui se passe là. La manière dont ils se partagent les choses. J'avais dit l'autre jour que pour eux, l'État, ce n'est pas l'État, c'est un gâteau. Et je le répète, je maintiens. C'est un gâteau. Ils le font sans état d'âme. Et je crois que si le président devait avoir des pouvoirs supplémentaires, c'est de dire à ces gens, messieurs, ça suffit. Ça suffit, il faut que ça s'arrête. On voit quelqu'un d'autre qui, lui, ne s'est plus exprimé depuis que le débat a commencé. On va finir par là parce qu'on demande, l'opinion demande un débat contradictoire entre vous. Certains vous attendez le week-end, enfin la semaine, chez notre confrère Peter Tiani. On a vu que vous n'étiez pas du casting. Est-ce qu'on peut regarder le prof Mbata et on revient pour la suite? Nous l'avons toujours dit. C'est au jour d'aujourd'hui, celle que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960.
Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, ou on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle le protège également d'une façon particulière. Plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. Cette constitution, dans le préambule, elle stipule clairement quel est le résultat du peuple. Nous, peuple congolais. Ce n'est pas la constitution donc d'un individu, ce n'est pas la constitution de quelqu'un d'autre, c'est notre constitution. Nous, peuple congolais. Unis par le destin. Donc, si nous sommes unis, si nous célébrons l'unité, le principe de l'unité est déjà posé dans la Constitution de la République. Unis par le destin et par l'histoire. Unis autour de quoi? Unis autour de nobles idéaux de paix, de justice, de liberté. Eh bien, ce sont là des principes qui sont posés dans la Constitution. Et cette Constitution réaffirme déjà notre détermination commune. Votre détermination est la nôtre. Bien. C'est la meilleure des constitutions, dit le prof Mata. Qu'est-ce qui a changé? Mais si c'est la meilleure, on lui veut quoi aujourd'hui? Et moi, je n'ai jamais dit que c'était la meilleure. Je dis qu'elle a des choses à améliorer et que pour cela, elle peut être changée. Ce n'est pas un problème pour moi. Mon problème, c'est qu'est-ce qu'on y met. C'est-à-dire que la meilleure constitution d'un pays est celle qui, après que les auteurs aient identifié les problèmes récurrents, leur cherchent et trouvent des solutions constitutionnelles. Les problèmes récurrents, contestation des résultats, contestation des institutions, fragilisation des institutions, instabilité institutionnelle, etc. Ça, c'est des problèmes réels. Alors, la meilleure constitution sera celle qui peut y mettre fin ou tenter d'y mettre fin. J'ai cité tout à l'heure la question de la nationalité, parce qu'elle est polémique. On peut revenir, c'est une définition à donner à la nationalité. Elle n'a pas toujours été la même, cette définition. Donc, elle peut être changée. Si on estime que la définition que nous en avons aujourd'hui a été dictée par les circonstances de l'histoire, et que ces circonstances ont changé, ou que cette conception de la nationalité s'est avérée mauvaise dans la pratique. On peut la changer. Mais en même temps, Oui. Ce fétichisme autour de la double nationalité, il faut l'arrêter. Donc il faut revenir à la Constitution, qui dit qu'elle est unique, une et indivisible, elle peut être détenue concurremment avec une autre. C'est une question qui peut faire l'objet de... Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question? Depuis 1960, tous les résultats des élections font l'objet de contestations, parfois de contestations virulentes, violentes. En 1967, nous savons qu'il y a eu une guerre à l'intérieur de cette ville de Kinshasa à cause des résultats des élections. Pourquoi les Congolais... En 2007? Oui. Il y a eu la guerre entre le MLC et... Oui. Il faut qu'on se pose des questions, mais bon, sans être arrivé à la guerre, toutes Mais au finish, le problème, c'est qu'on soupçonne le président Tshisekedi de vouloir se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'on ne dit pas. Mais ça, c'est peut-être ça la plus grosse crainte de la classe politique. Moi, je ne fais pas... Non, là, je vous fais part de ce que les politiciens disent. C'est un procès d'intention. Et je ne me permettrai pas de faire un procès d'intention à qui que ce soit, encore moins au président de la République. Quand il parle de la nationalité, je peux suivre là-dessus.
quand il parle des gouverneurs, je peux suivre là-dessus. Oui. Jusque-là, il n'a pas parlé de la durée de ce mandat ou du nombre de ces mandats. Mais n'empêche qu'on doit taper du doigt et insister pour dire que c'est un principe qui a été réclamé depuis longtemps par la classe politique congolaise, qu'on n'oublie pas la conférence nationale souveraine. Qu'on ne l'oublie pas. Et je peux me permettre de parler de l'excès de pouvoir du président parce que ça a toujours été l'objet de phobie dans ce pays. Une obsession terrible de l'opinion et de la classe politique. Depuis que le pouvoir personnel a donné lieu à la dictature sous Mobutu. On oublie ça. Et nous constatons que c'est le régime présidentiel justement qui a permis ça. On l'a vu dans tous les pays d'Afrique. Les régimes présidentiels ont conduit vers la personnalisation et la personnification du pouvoir, et le pouvoir personnel est autocratique. On doit rentrer en antenne. Donc, prof, on a 1 minute pour terminer. Si vous alors, en ce moment-là, on ne va pas revenir sur ce système. Par contre, moi, j'ai entendu le président, lors de son discours de vœux de 2020, dire qu'il ne voudrait pas qu'on soit un État où ceux qui gagnent auront tout gagné et ceux qui perdent aux élections auront tout perdu. Pourquoi on ne réfléchit pas autour de cela pour voir quel est le système? Parce qu'il en existe un qui peut permettre que cela se réalise. Ceux qui gagnent ne croient pas qu'ils ont tout gagné et qu'ils doivent tout prendre. Ceux qui ont perdu ne croient pas, perdu définitivement, qu'ils ont tout perdu et qu'ils ne comptent plus dans la société. Ce système-là existe. On ferait une révision autour de cela. Moi, j'applaudirais de demain. D'autant plus que c'est un système qui commence à faire l'objet d'études universitaires, notamment dans notre université. Des études sont menées, d'autres ont été publiées autour de ce qu'on appelle la démocratie consociative. On a fait une émission avec vous sur la question. Oui, je voudrais seulement dire qu'effectivement, il y a des gens qui estiment que une bonne démocratie, c'est quand il y a l'opposition. On voit comment on la malmène. Hein? Et en même temps, on dit à cette opposition, on vous tend la main. L'opposition elle-même, elle attend quelque chose. Parfois, elle s'offre. C'est qu'il y a quelque chose de fondamental là. Ça montre que ce régime que nous avons, la démocratie majoritaire, est défaillante quelque part. Et je vous dis, si on constate la réaction de l'opinion, lorsqu'il y a ces mésententes mesquines entre les partis politiques et les leaders pour la formation du gouvernement, etc., on sent que la population elle-même voudrait qu'il y ait un partage de pouvoir. Il n'est pas normal, en effet, et là je peux me permettre de le dire parce que je l'ai demandé à cette fois dont j'ai parlé l'autre jour, que j'ai rencontré le président Kabila, je lui ai dit, mais pour quelle raison pouvez-vous détenir et exercer les 100% du pouvoir quand vous et votre majorité vous représentez 60 ou 59 ou etc. On doit rendre l'antenne, prof. Alors, c'est la raison pour laquelle, si on s'oriente dans le débat du régime, la démocratie qui soit adaptée, parce qu'on dit c'est pas adapté, mais c'est ça qui serait adapté. Mais quand on nous dit ce n'est pas adapté, on ne nous dit pas qu'est-ce qui n'est pas adapté, hein, qu'est-ce qui ne convient pas pour un pays comme le Congo. Là, on est dans les supputations et certainement c'est pour cela qu'on suspecte quelque chose de caché et on fait des procès d'intention. Je n'aimerais pas en faire. Merci. Merci à vous d'être venu, prof. On espère qu'à tout moment qu'on aura à recourir à votre expertise, vous ne nous fermerez pas les portes. Certainement pas.
Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour le temps précieux que vous avez pris à nous regarder. On espère bien avec délectation. On se retrouve ce soir pour d'autres productions sur notre chaîne. Continuez à vous abonner, faire les extraits. Comme vous le faites si bien, mettez sur toutes les plateformes. Nous considérons ici que c'est légal. Bonne semaine à tous. Merci.